BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Chaque jour, oui, vos réponses, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Igor Demac est avec nous. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Et welcome back sur BFM Business, conseiller en gestion de patrimoine pour Vital Épargne, c'est ça désormais? Oui, tout à fait. Et ben voilà, on va essayer de répondre donc ensemble aux questions des épargnants, des investisseurs qui nous suivent chaque jour. C'est parti. Première question de Damien. Tiens, le prélèvement, on va parler de fiscalité. C'est un thème d'actualité. Le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax à 30%, peut-il être remis en cause dans l'ambiance actuelle? On sait, c'est vrai que les montagnes d'épargne ont été accumulées depuis le début de la crise et que certaines réflexions ont cours en ce moment pour savoir comment flécher cette épargne. Est-ce que le PFU risque d'être remis en cause? C'est la question de cet auditeur. Alors c'est un impôt qui est perçu sur les revenus des capitaux mobiliers, donc évidemment sur plutôt les personnes qui ont un patrimoine investi en bourse, en actions. C'est un impôt qui a vu son taux diminuer fortement à l'arrivée d'Emmanuel Macron, 30%, avec la composante prélèvements sociaux 17,2% et la composante impôt sur le revenu 12,8% si on le choisit, puisqu'il y a toujours la possibilité de choisir le barème progressif, mais évidemment avec ce taux de 30%, on a plus intérêt à le choisir quand on a un patrimoine et un revenu élevé et une tranche d'imposition marginale supérieure à 30%. Alors, c'est pas un impôt qui va causer énormément de crise sociale si on l'augmente, parce que finalement, ça concerne très peu de gens. Que l'augmenter de quelques pourcents, même si ça rapportera pas autant qu'un ou deux points de TVA, ça permet quand même de faire des rentrées fiscales. Et donc, c'est plutôt, à mon sens, un impôt qui sera dans le viseur de Bercy. On avait aussi parlé de l'IFI, de l'élargissement de la base de l'IFI, enfin le nouveau ISF. Je pense que le PFU peut tout à fait prendre quelques points à l'occasion d'une échéance électorale, par exemple. Oui, ça pourrait être une forme de compromis pour essayer de trouver le gouvernement pour à la fois, augmenter les impôts, faire contribuer ceux qui ont le plus de moyens, qui ont le plus épargné à la reprise, oui, sans que ce soit trop douloureux pour l'économie. Non, d'autant que le taux de 30% était un net progrès par rapport au précédent quinquennat où on avait le barème progressif avec un abattement de 40%, des prélèvements sociaux de 15,5% avec la déductibilité de la CSG. Je crois que après des temps difficiles, comme ça avait été le cas pendant la crise de Lehman Brothers, les États qui ont beaucoup aidé vont devoir quand même trouver des sources de financement. Et cet impôt est assez facile puisqu'il suffit de l'augmenter d'un point. Tout est prélevé directement, c'est libératoire, donc c'est assez simple. Donc il est possible que le prélèvement forfaitaire unique soit un tout petit peu augmenté. Attention à ce que la stabilité fiscale qui avait enfin réussi à se mettre en place en France soit pas trop mise à mal, évidemment. On va continuer de suivre tout ça. Cette autre question, tiens, d'une auditrice cette fois, Véronique, question dans l'actualité, on va parler de crypto-monnaie. C'est difficile de ne pas en parler en ce moment. On a une chute du Bitcoin, on rappelle aujourd'hui, sous les 47 000 $. Véronique nous demande si l'or et le Bitcoin peuvent cohabiter dans un portefeuille. En fait, ça répond à deux psychologies d'investisseurs a priori différents, mais qui peuvent se réunir, puisque d'abord, beaucoup de produits sur l'or sont des produits papier, c'est-à-dire des certificats, des ETF, et à côté, le Bitcoin, c'est un peu l'or numérique, c'est la monnaie jusqu'à très récemment, avant qu'il ne chute, qui était la plus recherchée, la plus forte au monde, sans banque centrale. L'or n'a pas de banque centrale, mais a servi d'étalon pendant des années à des systèmes monétaires. Ça peut faire partie aux deux extrêmes d'un portefeuille. Quelqu'un qui veut être très défensif aura toujours tendance à se réfugier vers l'or. Quelqu'un qui est un peu spieler, comme on dit dans le métier, aura tendance à faire des coups sur le Bitcoin. Mais vous voyez que les volatilités sur les actifs numériques sont beaucoup plus élevées que sur les matières premières, qui elles-mêmes ont des volatilités en général plus élevées que sur des actifs plus classiques, type actions ou obligations. Parce qu'on a coutume de dire l'or est un actif refuge. Attention, il y a quand même une volatilité sur les cours de l'or, clairement. Alors, elle est plus importante sur le Bitcoin. Il n'y a aucun actif refuge en tant que tel. Ça dépend des périodes, ça dépend de l'environnement monétaire. Le Bitcoin et l'or ont ça en commun qu'ils n'offrent pas de rendement. Il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de dividende. Donc vous faites toujours le pari que quelqu'un va vous racheter plus cher votre actif. Sans réelle raison. Alors sur l'or, il y a quand même une dynamique industrielle, physique. L'or est utilisé pour un certain nombre d'industries. Le Bitcoin n'est pas utilisé pour une industrie, à part peut-être celle du crime organisé. Mais pour rester un peu plus institutionnel,
personnel, le fonctionnement du Bitcoin, et on le voit bien dans l'affaire Tesla, fait aussi créer peut créer des mouvements un petit peu spéculatifs et enchaîne. Cela dit, la monnaie numérique, on le voit, toutes les banques centrales y pensent. Donc il faudra... Le risque sur le Bitcoin, c'est la régulation. Le risque sur l'or, c'est plus un risque sur l'économie en général. Voilà la réponse à votre question, Véronique, sur le Bitcoin. Oui, comparé régulièrement à l'or, une forme d'or numérique, mais qui reste beaucoup plus volatile que l'actif physique, qui lui-même est quand même volatile. On le rappelle aussi, vous l'avez parfaitement fait, Igor. Yuri nous écrit à propos des marchés financiers que vous connaissez par cœur aussi. La bourse, c'est une question très simple, mais assez essentielle finalement. La bourse est-elle trop haute au niveau actuel? C'est sa question. Alors, la bourse a beaucoup monté. Le CAC 40 hors dividende n'est pas revenu à ses plus hauts. Quand on parle de bourse, il faut parler des bourses dans le monde entier. Donc, il y a des bourses qui ont beaucoup plus monté que le CAC 40, vous le signaliez. On a un CAC 40, un indice action français qui est plutôt cyclique, plutôt value, plutôt moins cher et qui est plutôt sous-performant depuis une dizaine d'années par rapport à d'autres indices en Europe et surtout par rapport aux indices américains. Donc je dirais que la petite correction qu'on voit sur les valeurs technologiques nous enseigne que dans une phase de remontée des taux qu'on est en train de vivre à cause des pressions inflationnistes ponctuelles pour l'instant, des indices très chers, des indices technologiques vont souffrir. Donc il faut peut-être, après l'énorme profit réalisé sur les valeurs technologiques et les indices américains, prendre un peu de profit. On voit que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Nasdaq perd 2%. Voilà, il a perdu hier. Il peut perdre encore quelques pourcents parce qu'il a beaucoup d'avance et il a beaucoup performé. Il y a une question de valorisation dès lors que les taux montent. Et la question aujourd'hui centrale, c'est pas tant est-ce que les bourses sont hausses, est-ce que l'inflation va sortir de cette période de hausse ponctuelle ou va s'installer un régime d'inflation. Et dans ce cas-là, il faudra probablement aller vers des valeurs décotées, des personnes, des entreprises qui sont très en retard en termes de performance, mais qui sont pas trop chères. Les valeurs technologiques sont très chères, les PE sont élevés, 30, 40, 50 fois. Ce sont des bonnes entreprises, mais qui ont aussi des capitalisations boursières démesurées aujourd'hui. Et on peut se dire que, à l'image de la séance d'aujourd'hui, en effet, si l'inflation est devant nous, si la reprise se confirme, les marchés cycliques, un marché comme le CAC 40, ont une carte à jouer face à Wall Street, un marché plutôt de croissance. On peut se dire que l'Europe pourrait rattraper une partie de son retard si tout ça se... Mais ça suppose que la reprise soit bien enclenchée, qu'il n'y ait pas d'erreur dans la stratégie vaccinale et que la pandémie, qui ne prendra pas fin, mais qui sera mesurée, contrôlée, modérée, n'entravera pas ce phénomène de reprise, puisque une entreprise cyclique, elle a besoin du cycle. Igor Demac, conseiller de gestion de patrimoine, Vital Épargne, désormais régulièrement sur BFM Business pour également répondre à toutes vos interrogations, vos questions. Rendez-vous quotidien aux alentours de 16h35, 40. Merci Igor d'être passé nous voir. Merci. Vos questions sur notre site bfmbusiness.com. C'est vrai, vous le disiez Igor, on a une consolidation des valeurs les plus chères aujourd'hui, le luxe sur le marché parisien, les valeurs liées aux semi-conducteurs, ST Microelectronics, c'est lanterne rouge du CAC. Et puis à Wall Street, c'est le Nasdaq qui recule le plus. Le Nasdaq perd 1,8%. Avec Tesla qui en plus, Tesla souffre de son exposition désormais au Bitcoin. Le Bitcoin recule sous les 50 000 $. Le CAC résiste grâce à ses composantes cycliques. Alors, on a les valeurs aériennes qui progressent, qui portent le CAC. Airbus, par exemple. En plus, Airbus profite des déboires de Boeing. Airbus gagne 3,3%. On a également les valeurs liées au tourisme, Accor, qui progresse bien. Également, les valeurs liées aux centres commerciaux qui repartent un peu de l'avant et qui sont en hausse aujourd'hui alors qu'elles souffrent directement de la crise. Mais ces valeurs décotées profitent de la situation et d'une rotation sectorielle. On en reparlera bien sûr jusqu'à 18h sur BFM Business.